Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Le 14 février 1980 mourait dans la solitude et l'anonymat celle qui, pendant des années, avait fait la une des journaux nationaux comme internationaux. Marie Bénard, la bonne dame ou l'empoisonneuse de Loudun, enfin c'est selon. Vraie tueuse en série, auteur de 13 meurtres, ou bien victime de la rumeur. Dans la ville même où quelques siècles plus tôt, on avait brûlé Urbain Grandier, qui avait été lui aussi cible de calomnie. La Loudunaise a emporté son secret dans la tombe, mais aux yeux de la justice, elle est innocente. Et pourtant, c'est ce que nous allons voir avec Fabrice Mauclair, que nous recevons aujourd'hui dans les grandes dates de nos régions. Fabrice Mauclair, docteur en histoire, spécialiste d'histoire judiciaire, qui va revenir avec nous sur l'histoire de la bonne dame de Loudun. Bonjour Fabrice Mauclair. Bonjour Éric Labaille. Tout commence en juillet 1949, donc dans les années de l'après-Seconde Guerre mondiale, et ça commence par un cambriolage. Alors effectivement, un cambriolage qui touche la postière de Loudun, donc Madame Pintou. Et cette Madame Pintou, effectivement, à l'issue de ce cambriolage, a des doutes et a peut-être même une accusée en tête. Voilà, c'est Marie Bénard, qui est de Loudun, qui est déjà entre guillemets dans la tête de cette femme et à la suite de ce cambriolage. Mais elle va beaucoup plus loin que la simple accusation de cambriolage. Alors effectivement, elle va confier au moment de l'enquête, quand on vient effectivement observer ce qui s'est passé chez elle, elle va glisser cette idée que le mari de Marie Bénard, sur son lit de mort, lui aurait confié un terrible secret, à savoir qu'il dit avoir vu un liquide blanc dans sa soupe, hein, et donc pas de doute possible pour Madame Pintou. Marie Bénard aurait donc assassiné et empoisonné en tout cas son mari. Mais qui est Marie Bénard en fait ? Alors Marie Bénard, c'est une femme toute simple, on pourrait dire, d'origine paysanne. Ces paysans sont des agriculteurs. Elle-même a travaillé à la ferme avec ses parents. Ses parents ont bien réussi. C'est des agriculteurs propriétaires. Et ils ont pas mal de fermes, pas mal de champs. Elle a hérité de tout ça, donc elle a une petite fortune et elle a fait un premier beau mariage qui l'a rapprochée de Loudun. Elle était un peu à l'extérieur de la ville au départ. Et donc avec son deuxième mari, elle va effectivement habiter à Loudun. Mais c'est vrai que elle n'est pas de Loudun, hein. Elle arrive de l'extérieur, c'est une paysanne. Et puis une paysanne qui a réussi. Elle a du bien, elle a de l'argent, et donc peut-être que tout ça va attirer les convoitises, les jalousies. Médisance, jalousie. Tout à fait. Et elle n'est pas du pays en quelque sorte. Voilà, elle n'est pas de Loudun même, elle n'est pas de la ville, elle vient de l'extérieur. Et ce qui est troublant, c'est j'ai cité tout à l'heure Urbain Grandier, quelques siècles plus tard, on retrouve une accusation de sorcellerie. En quelque sorte, puisque alors il y a une deuxième affaire qui viendra quelque temps plus tard, pas très loin de Loudun, il y a un château qui va brûler, le château de Montpensier. Et ce château, effectivement, plutôt le propriétaire du château va parler aussi de sorcellerie et va accuser Marie Bénard. Donc, vous voyez, on commence à voir apparaître différents éléments. Donc, la mort du mari, un peu suspecte, ce château qui brûle, et à chaque fois, dans le viseur, c'est Marie Bénard. Alors, pour l'histoire du château, on connaît les coupables, puisqu'en fait, ce sont deux petits garçons qui, en jouant avec des allumettes, ont mis le feu au château. Mais voilà, l'opinion publique a fait son choix, c'est forcément Marie Bénard, la sorcière de Loudun, en quelque sorte, ou une réminiscence de l'affaire d'Urbain Grandier, qui est visée. Et donc l'opinion publique, oui, mais pas que l'opinion publique, puisque les autorités aussi vont se saisir de l'affaire et vont demander une exhumation du mari de Marie Bénard.
Alors effectivement, c'est un enchaînement assez diabolique qui se met en place. Il faut préciser que le propriétaire du château qui a brûlé, qui est un peu un original, il a aussi sa petite idée sur Marie Bénard et il va s'amuser, entre guillemets, à faire la liste. Et c'est lui, pas la police, pas la justice. C'est lui qui va faire une liste, qui va dresser une liste de 12 personnes. En plus du mari, donc on arrive à 13, 12 personnes qui, d'après lui, seraient mortes dans des conditions un peu obscures, et puis surtout des morts qui auraient arrangé, puisqu'à chaque fois, la légataire universelle, c'était Marie Bénard. Donc on revient toujours à cette histoire d'argent, cette idée que cette femme qui a réussi, qui est riche, on pense que cette richesse n'est pas très catholique entre guillemets. Et donc c'est ce propriétaire de château qui va effectivement envoyer une lettre au parquet. Donc c'est lui qui va déclencher l'affaire. Et effectivement, à la suite de cette liste, on va effectivement d'abord relever le corps du mari, puis ensuite les 12 autres corps. Et à chaque fois, pour faire vite, à chaque fois, on va retrouver des doses anormalement élevées d'arsenic. Et si entreprise criminelle il y a, c'est une entreprise criminelle sur le long terme, puisque les premiers morts remonteraient à 1927. 1927, tout à fait. Donc Donc 22 ans plus tôt. tout à fait, on remonte très 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 loin en arrière. Son deuxième mari donc était décédé depuis peu, mais pour effectivement, on va trouver parmi les potentielles victimes de Marie Bénard donc ses propres parents, une tante, des cousines, des amis. Voilà, donc on a ratissé large et on va trouver effectivement beaucoup de morts dites suspectes et avec à chaque fois un point commun, c'est que l'héritage, et ce qui fait de Marie Bénard quelqu'un de très riche, donc l'héritage est allé à cette femme. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Il n'en faut pas plus pour stimuler l'imagination, stimuler l'opinion publique et faire de l'instruction qui commence un feuilleton que l'opinion publique française va suivre pendant plusieurs années. Ah oui, ça va passionner la télévision, puisque la télévision maintenant commence à se développer. Les grands journalistes de leur époque, 5 colonnes à la une ou des grandes émissions de l'époque vont s'intéresser, la presse, et d'ailleurs peut-être que ça va jouer un peu aussi contre Marie Bénard, on va la juger avant même qu'elle soit jugée. Enfin, le tribunal médiatique va se mettre en marche bien avant le tribunal et la justice classique, et donc il y a aussi dans cette affaire de Marie Bénard, qui est une affaire colossale, voilà, c'est difficile de la résumer en une vingtaine de minutes, mais c'est une affaire effectivement qui va prendre une ampleur extraordinaire à l'international aussi, qui va intéresser les plus grands journalistes, les plus grands médias, les plus grands journaux de l'époque. Et j'ajouterai quand même un dernier élément, parce que malheureusement cette Marie Bénard, c'est un peu comme Urbain Grandier quelques siècles auparavant, on lui trouve tous les défauts, et en particulier on lui reproche d'être assez proche dans la ferme qu'elle a et dans la maison qu'elle a à Loudun d'un prisonnier allemand. Il se trouve que depuis la guerre, il y a des prisonniers allemands qui sont disponibles, et avec le couple d'abord, et depuis qu'elle est veuve, donc il y a ce prisonnier allemand, un certain Hadi, avec lequel elle serait très proche, et on dit même l'avoir vu l'embrasser. Et donc forcément, on rajoute à cette histoire d'argent, cette volonté d'argent, cette femme qui tromperait son mari. Donc voilà, tous les éléments sont là pour en faire la victime idéale, la coupable idéale, et en plus on a retrouvé, et ça c'est scientifique, on a retrouvé des traces d'arsenic dans les 12 corps, plus celui de son mari, donc des traces d'arsenic qui sont anormalement élevées. Donc là, c'est factuel. Donc un premier procès s'ouvre à la cour d'assises de Poitiers le 20 février 1952. Le Monde, à cette occasion, découvre Marie Bénard, découvre sa silhouette vêtue de noir, une femme mal à l'aise, une femme donc qui clame son innocence, mais qui est difficilement audible. Et très rapidement, l'affaire prend une telle ampleur qu'on est obligé d'ouvrir un deuxième procès qui va s'ouvrir à Bordeaux en mars 1954. Et alors, il y a plus 13 morts. Alors, avant d'aller vers le deuxième procès, je précise quand même que, en fait, on parle de l'affaire Marie Bénard, et c'est vrai, dans un premier temps, c'est la rumeur, voilà, c'est l'accusée parfaite, c'est celle qui a empoisonné. Mais finalement, les deux, puis le troisième procès, on peut dire que finalement, cette affaire, c'est plus une affaire d'experts. Dans les différents procès qui vont se succéder, et c'est pour ça qu'il va y en avoir autant, et qu'on va jamais véritablement réussir à trouver la solution de l'énigme, ça va être une bataille d'experts. Et assez rapidement, finalement, le personnage, à part peut-être pendant le premier procès, où Marie Bénard est vraiment en devant de la scène, mais à partir du moment où les experts vont entrer en scène, jusqu'à la fin,
Voilà, c'est eux qui feront en quelque sorte, qui intéresseront les médias. Alors bien sûr, c'est le cœur de l'affaire. Si les experts arrivent à prouver qu'il y a empoisonnement, le cas de Marie Bénard est réglé. Mais justement, tous ces experts, et on fera appel aux plus grands experts de l'époque, n'arriveront pas à se mettre d'accord. Et justement, et Marie Bénard aura de très bons avocats. Les avocats montreront parfaitement que les expertises, toutes scientifiques qu'elles sont, n'arrivent pas à arriver à une preuve probante. Et je vais donner une petite anecdote qui est assez révélatrice. Pendant le premier procès, on avait fait appel à un des plus grands spécialistes de l'époque, de toxicologie, un certain Bayrou, qui est officier du côté, ça s'écrit pas pareil que notre ancien ministre, donc qui est officier du côté de Marseille, et c'était vraiment le grand ponte de l'arsenic, il se présentait comme tel, et lui il était, il était sûr de son fait, il disait voilà, j'ai trouvé de l'arsenic, et d'ailleurs moi l'arsenic, je suis capable de la reconnaître à l'œil nu. Et justement, l'avocat de Marie Bénard a sauté sur l'occasion. Il avait préparé son coup, bien sûr. Il a apporté donc à l'audience 6 éprouvettes en disant voilà, parmi ces échantillons, certains contiennent de l'arsenic, d'autres pas. Donc dites-moi lequel contient de l'arsenic. Et là, le scientifique, très sûr de lui, ces deux-là. Et là, l'avocat dit non, aucun d'eux ne contenait de l'arsenic, ce n'est que de l'antimoine. Et là, tout s'écroule. Et là, il paraît que le lendemain, le scientifique en question s'est porté malade. Il a mal pris la chose. Et donc, ça veut dire que dès le départ, c'était mal parti. On pensait que la science allait pouvoir prouver les empoisonnements. Et en réalité, non, la science n'arrivera jamais. Et donc, expert contre expertise. Et finalement, encore une fois, on arrivera plus au procès des experts qu'au procès de Marie Bénard elle-même. Oui, donc j'évoquais le déplacement du procès de Poitiers à Bordeaux. Justement, on part de 13 cadavres dans un premier temps. À Bordeaux, on ne statue que sur 6 cadavres parce que justement, certains des cadavres sont dans un tel état qu'on ne peut plus rien prouver. Les experts sont complètement muets sur le sort de ces cadavres. Et puis c'est un peu particulier, mais il y a eu des malfaçons entre guillemets, les problèmes avec les pocos, les scellés n'ont pas été bien faites, on s'est trompé dans les tiquetages, voilà. Donc il y a eu malheureusement, on a manqué un peu de professionnalisme dans les expertises. Et effectivement, donc au deuxième procès, donc en 1954, au deuxième procès, on n'a plus que 6 victimes, en tout cas 6 potentiels empoisonnés par Marie Bénard. Et donc du coup, les charges sont un peu réduites. Alors on continue bien sûr à la considérer comme coupable. À l'époque, encore une fois, on trouve différents éléments pour l'accabler, mais la défense ou la défense a un jeu un peu plus facile puisque désormais on lui attribue un peu moins d'empoisonnés que précédemment. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Mais même avec moins d'empoisonnés, la question se pose toujours, est-ce que cette présence d'arsenic, qui de toute façon est avérée, ne pourrait pas être d'origine finalement accidentelle, puisqu'on a parlé d'un champ voisin? Donc c'est tout le problème de ces expertises. On va trouver d'autres explications. Donc la présence de l'arsenic n'est pas forcément liée à un empoisonnement. L'arsenic peut être entré dans le corps après la mort. Et effectivement, donc ça c'est la défense qui va bien jouer cette carte-là. Là encore, faisant appel à des scientifiques qui, là, du coup, seront à des charges, qui vont prouver qu'un corps peut être porteur d'arsenic de manière indirecte, notamment par l'infiltration des eaux de pluie, par l'usage effectivement aussi de certains éléments, les croix. Les croix peuvent apporter un peu d'arsenic, le bois, etc. Et puis surtout, on va trouver un élément, et bravo encore à la défense, entre guillemets, on va découvrir que dans le cimetière de Loudun, le jardinier qui s'occupe du cimetière a des plantes de pommes de terre, et pour que ces pommes de terre poussent mieux, il utilise un pesticide à base d'arsenic. Donc voilà une autre possibilité pour dire que la contamination à l'arsenic n'est peut-être pas volontaire, qu'elle n'est pas peut-être liée à un empoisonnement, mais à une cause indirecte. Et encore une fois, les procès se succèdent, mais malheureusement, on n'arrive pas à trancher. Je ne sais pas combien d'experts en tout ont été convoqués, mais des dizaines et des dizaines, et malheureusement, aucun d'eux n'arrive à emporter la décision. Le doute est entêtant et l'affaire traîne en longueur. Il faudra attendre le 20 novembre 1961 pour que la justice enfin donne sa vérité, finalement la vérité judiciaire. Les experts n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Le doute doit profiter à l'accusé, donc Marie Bénard est acquittée au bénéfice du doute. Alors, elle déclarera un peu plus tard qu'elle est un peu déçue par le verdict. Elle aurait aimé qu'on la dise innocente.
Bon, non, c'est pas le vocabulaire de la justice. Elle est acquittée, effectivement. Alors, il faut savoir qu'elle avait été libérée quelques temps plus tôt, en l'occurrence à l'issue du deuxième procès en 1954. Elle a quand même passé 5 ans en prison. Elle avait été arrêtée 5 ans plus tôt. Donc, elle avait été arrêtée sous caution, une caution de 1,2 million de francs. Alors bien sûr, c'est les francs de l'époque, mais quand même, ça prouve qu'elle avait une belle fortune et qu'elle n'a pas eu trop de mal à payer cette caution. Donc, elle avait été libérée. Entre-temps, elle avait parlé à la presse et à la télévision. Je vous parlais tout à l'heure de cette émission 5 colonnes à la une. Il y a une émission qu'on peut trouver assez facilement sur Internet où on la voit se confier dans sa maison. Et effectivement, quand on écoute cette femme, quand on la voit parler, quand on entend cette petite voix, quand on voit ce corps très chétif, voilà, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, en quelque sorte. Alors, bon, je ne peux pas trancher et donner mon opinion. Je ne sais pas si elle était coupable ou innocente. Mais c'est vrai que quand on voit ces images, quand on voit cette femme, on peut se poser des tas de questions. Et donc, effectivement, elle est acquittée au bénéfice du doute et donc de manière définitive, on ne peut plus lui reprocher quoi que ce soit. Alors, elle était bien sûr dès sa libération revenue à Loudun. Donc ça avait d'ailleurs un peu étonné. Les gens comprenaient pas qu'elle revienne à Loudun, mais c'était bien peut-être pour elle. Voilà, c'était sa maison. Et puis c'est toute une manière de dire qu'elle était innocente. Et donc elle a retrouvé ses habitudes et petit à petit, eh bien, elle va devenir. Elle était autrefois, considérée comme l'empoisonneuse de Loudun, comme la Brinvilliers de Loudun. Brinvilliers, une grande empoisonneuse des siècles passés. Et donc petit à petit, elle va devenir véritablement la bonne dame de Loudun. Donc petit à petit, on va se faire à l'idée que, eh bien, elle était peut-être innocente. Ces dénonciateurs d'ailleurs ne sont plus là. Madame Pintou et son propriétaire de château également a quitté les lieux. Et donc elle va retrouver une certaine sérénité jusqu'à sa mort. Vous l'avez évoqué en introduction, donc en 1980. Donc elle est morte à 84 ans. Entre-temps, elle a écrit un livre, donc une biographie. Donc si on veut connaître le point de vue de Marie Bénard sur cette affaire, on peut se jeter sur ce livre. Et donc elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie dans un relatif anonymat. Elle a essayé un moment d'ouvrir une petite boutique, mais ça n'a pas duré très longtemps, elle avait une santé un peu fragile. Et donc à Loudun, jusqu'en 1980, on voyait cette dame aller au cimetière, on l'a croisée, et elle était devenue en quelque sorte un personnage un peu comme les autres. Mais elle fera un petit pied de nez quand même à cette histoire d'empoisonnement. Je peux peut-être l'évoquer, ça sera peut-être presque une conclusion. Il faut savoir que vous ne trouverez pas le corps de Marie Bénard au cimetière de Loudun, puisqu'elle a donné son corps à la science. Voilà, donc elle ne rejoindra pas les lieux saturés en arsenic des précédentes dépouilles. L'affaire Marie Bénard, donc tout à l'heure j'ai fait une petite confusion, j'ai dit le 20 novembre 1961, c'était la date de la remise du rapport définitif qui va disculper Marie Bénard. En fait, le verdict est rendu le 12 décembre 61, donc je corrige cette erreur de date. Oui, donc cette affaire, dès les années 1950, a connu un retentissement médiatique considérable, retentissement qui va déborder du cadre médiatique pour entrer dans le cadre du cinéma, dans le cadre du romanesque. C'est une affaire d'autant plus qu'il n'y a pas de véritable conclusion à cette affaire. Non, il n'y a pas de solution, chacun peut se faire son opinion. Voilà, donc avec des interprétations cinématographiques, on pense notamment à Alice Sapritch, on pense notamment à Muriel Robin, qui ont interprété le rôle de la bonne dame de Loudun dans des films dont les scénarios sont librement inspirés. Et pour le dernier, je pense qu'on a effectivement la possibilité de se faire son propre jugement et voilà, selon peut-être sa sensibilité, ses convictions, on peut la trouver complètement innocente ou alors redoutable coupable. Et si c'est le cas, ça en fait une des plus grandes empoisonneuses du XXe siècle. Et donc, voilà, pour terminer, c'est une des grandes affaires du judiciaire du XXe siècle avec l'affaire Dominici. Et je pense qu'encore aujourd'hui, tout le monde connaît Marie Bénard. Bien sûr, quel que soit le surnom qu'on veut lui donner. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Fabrice Mauclerc pour ce retour sur l'affaire de l'empoisonneuse de Loudun, cette affaire hors norme des années 1950-1960. Je rappelle que vous retrouverez cet événement, donc l'affaire Marie Bénard, dans le livre des grandes dates du Poitou, paru aux éditions Ici en Région et disponible dans toutes les maisons de la presse et dans toutes les bonnes librairies. Encore merci Fabrice Mauclerc et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.